Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ça continue encore, et puis ça a pris un autre tournant hier. Un tournant où, voilà, 2 missiles sont tombés en Pologne, tuant 2 personnes. Et alors, on a commencé à dire, et Volodymyr Zelensky, le premier, le président d'Ukraine, en disant, oui, ça, ce sont les Russes qui ont attaqué la Pologne. Et on était vraiment à écouter certains hier. Ça y était, l'OTAN va rentrer en guerre, 3e guerre mondiale ou presque. Au fond, après effectivement ce qui s'est passé avec les descriptions de Kherson, la ville de Kherson en Ukraine orientale, libérée, les Russes étant partis, les scènes de liesse chez certains, les évacuations pour d'autres, toujours les deux côtés. Et vous savez, la chose la plus importante, c'est de dire les faits. Il y a des faits. Ce n'est pas sous la jungle, ce n'est pas opaque. On voit ce qui se passe. Et on le voit on le verra, on l'a reçu déjà avec Jacques Beau, auteur de Opération Z aux éditions Max Milo, qui est réédité en ce moment. Il est ancien colonel du renseignement stratégique suisse et il était en Ukraine à Maïdan pour l'OTAN au moment de ce qui s'est passé en 2014 et qui a vraiment préfiguré largement ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques Beau, je voudrais vous demander, par rapport à ce qui s'est passé hier, où il y a eu vraiment un coup de fièvre, en tout cas un coup de fièvre médiatique, mais pas seulement médiatique, ou alors effectivement, qui a été ce matin, je dirais, dégonflé, entre guillemets, même par Joe Biden, le président américain, qui a dit improbable que le missile ait été tiré depuis la Russie. Racontez-nous, c'est un événement, c'est l'un de ces événements qui peuvent produire dans ce genre effectivement, de circonstances guerrières? Alors oui, évidemment, c'est ce qui peut se produire. Je précise que le communiqué disait que le missile était de fabrication russe, mais personne n'a dit qu'il venait de Russie. Oui. Vous savez que les Ukrainiens aussi utilisent du matériel qui vient de Russie à l'origine. Donc, il y avait déjà une incertitude au départ. Elle a été confirmée, enfin plus ou moins confirmée par le fait que Joe Biden, comme vous l'avez dit, a dit qu'il est improbable que ce soit un tir russe. Et on ne sait pas, je n'ai pas encore toutes les informations qui permettent de tirer un trait définitif sur cet incident, mais il est peu vraisemblable que les Russes se soient permis de tirer sur la Pologne. Ils connaissent très bien les enjeux. Leurs missiles sont extrêmement précis. On l'a vu lors des opérations, depuis le début de cette année. Ils arrivent à toucher des points extrêmement précis. Donc, il est peu imaginable qu'on ait, en tout cas, quelque chose de délibéré. Il se peut qu'il y ait une malfonction. Il se peut aussi que ce soit le résultat de contre-mesures ukrainiennes, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui se disait. Pour le moment, il n'y a pas encore de conclusion absolument définitive sur ce qui s'est passé. Voilà, je pense qu'il faut en rester là en l'état. D'accord. Mais je pense que les Russes n'ont strictement aucun intérêt, contrairement à tout ce qu'on a raconté, qu'ils avaient envie de détendre leur empire, reconstituer l'empire tsariste et je ne sais quoi. Les Russes sont extrêmement prudents. Ils n'ont aucune intention d'augmenter le conflit. Leur souhait depuis le départ, en réalité, même si ils sont intervenus militairement, ça n'est pas d'avoir un conflit étendu, c'est au contraire, et ils l'ont signalé d'ailleurs dès le 25 février, qu'ils étaient prêts à négocier. Ce sont les Occidentaux qui ont tout fait pour empêcher Zelensky de négocier. Alors Jacques Beau, quand même, il y a eu hier, et on l'a vu, il y a eu quand même hier et avant-hier, mais surtout hier, d'intenses bombardements russes sur des points stratégiques en Ukraine, à Kiev et dans d'autres villes ukrainienne. À votre avis, c'est quoi? C'est dû à quoi? C'est pour montrer que bon, on est là et attention, c'est à l'intention, je dirais plus, on le disait en conversation hors antenne, plus à l'égard des Occidentaux qu'à l'égard des Ukrainiens, même si ça fait des dégâts en Ukraine, hein, de sacrés dégâts. Ça concerne aussi les Ukrainiens naturellement, mais c'est un message aussi aux Occidentaux. Je pense que pour comprendre ça, il faut comprendre un peu ce qui s'est passé en avant. Donc, depuis le mois d'octobre, avec le nouveau commandant des forces russes, le général Sourovikine, qui avait annoncé déjà l'intention probable de quitter Kherson. Donc il avait déjà...
il avait déjà indiqué au début octobre. Durant le mois d'octobre, les Russes ont préparé ce retrait pour deux raisons. La première, qui était, d'ailleurs c'était une demande des militaires de quitter Kherson, parce que la défense de Kherson leur demandait, bloquait finalement, fixait des troupes qui seraient plus utiles ailleurs. Je rappelle que depuis le mois de juin, les Ukrainiens lancent offensive sur contre-offensive dans la région de Kherson, pas une seule. Oui, attention, on vous entend, c'est un peu coupé. Allez-y, Jacques Beau. Oui, on vous écoute. Je recommence, donc je dis aucune, je souligne, aucune contre-offensive ukrainienne sur Kherson depuis le mois de juin n'a été couronnée de succès. Aucune. Les Russes ont systématiquement repoussé. Donc, ils arrivent à le faire, c'est pas le problème. Simplement, ça leur mobilise des troupes. Ouais. Et c'est pour ça que les militaires russes, préconisaient le retrait sur la rive est du Dniepr, qui est plus facile à défendre et qui permettait de dégager des effectifs pour combattre dans le Donbass. Je rappelle que l'effort principal des Russes, c'est toujours, encore et toujours, la libération totale du Donbass. Oui, qui revient à la Russie. En fait, depuis le mois de juin, à part cette Oui, allô? Ah, on vous entend plus là. Là, on ne vous entend plus, Jacques Beau. Vous parlez du Donbass. Là, on vous a perdu. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème de son. Oui. Attendez. Oui, je crois qu'on vous entend à nouveau, Jacques Beau. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Voilà, vous me voyez, mais probablement pas. Non, je ne vous vois pas, mais je vous entends. L'essentiel étant de vous entendre. Très bien, alors on continue comme ça. Donc, aucune offensive ukrainienne n'a eu du succès. Et pour Kherson, les Russes se sont préparés à retirer Kherson depuis très longtemps. Oui. Ils ont retiré depuis plusieurs semaines déjà, depuis à vrai dire le mois de mi-octobre, ils ont enlevé toutes les œuvres d'art qui appartenaient, entre guillemets, à l'histoire russe. Par exemple, la dépouille du prince Potiomkin, qui était enterré à Kherson, puisque c'est Potiomkin qui a fondé la ville de Kherson. Donc ils ont rapatrié cette dépouille sur le territoire russe. Ils ont vraiment systématiquement évacué la ville de Kherson. Ils ont également évacué les pro-russes qui vivaient à Kherson. Et donc, il y a une bonne partie de la population qui ne se trouve plus à Kherson. Du moins, il n'y a que les pro-ukrainiens qui y sont restés. Est-ce qu'on a des chiffres, Jacques Beau, sur combien de la population, combien de Kherson, c'était quelle population en temps normal, en tout cas, avant la guerre, avant l'invasion? Et on a une idée de combien de personnes ont quitté Kherson pour la Russie ou les territoires russes? Alors, je n'ai pas de chiffres précis là, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de civils qui ont été évacués. D'accord. Et ça, donc pour deux raisons. D'une part, parce que les militaires voulaient utiliser la protection du Dniepr pour des raisons opératives, mais aussi parce que les Ukrainiens menaçaient la destruction du barrage de Kakhovka, qui est un peu plus au nord. Le fameux barrage qui allait noyer un peu toute la ville, peut-être, c'est ça? Exactement. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle les Russes disaient qu'il n'y a pas la dépense d'énergie pour protéger Kherson ne vaut pas la peine par rapport à l'intérêt opératif de cette ville. Donc cette ville n'a pas beaucoup, en l'état, beaucoup d'intérêt pour les Russes, ou du moins un intérêt secondaire à ce stade. Mais pas stratégique, oui, c'est ça. Pas stratégique, même si ils l'ont dit d'ailleurs, et on peut s'attendre dans les mois à venir à avoir de nouveau une offensive pour reprendre Kherson. Mais si il y a une telle offensive, il faut s'attendre à ce que cette offensive dépasse Kherson, peut-être jusqu'à Odessa ou Zaporozhye, je ne sais pas, mais il y a, d'ailleurs, M. Peskov l'a dit très clairement, Kherson est un territoire russe. Donc ça veut dire que les Russes n'ont pas abandonné la ville. Ils ont fait d'ailleurs, techniquement, ils n'ont pas fait une retraite. Ils ont fait un retrait. D'accord.
Et Jacques Beau, est-ce que ça veut dire, en fait, si on veut aujourd'hui, mais aujourd'hui ça fait quand même ça fait 8 mois et un peu plus peut-être que tout ça a été déclenché. Est-ce que l'objectif des Russes, en fait, in fine, et on sait que effectivement ils se sont rencontrés, les services de renseignement américains et russes en tout cas, il n'y a pas si longtemps, mais vous allez nous en parler. Mais est-ce que l'objectif pour les Russes est vraiment le Donbass et éventuellement Odessa? Est-ce que c'est ça, et une fois que les négociations commencent, ça peut s'arrêter là, à votre avis? Alors, clairement, l'objectif premier et principal, c'est le Donbass. Maintenant, les Russes ont toujours été prêts à négocier autour de cette situation. Et les négociations qui ont été d'ailleurs avortées par les Occidentaux, mais qui avaient été initiées par Zelensky, parlaient de conserver avoir un statut du Donbass sous souveraineté russe. Oui. Mais la chose est la suivante, c'est que les Russes ne sont pas intéressés à continuer cette guerre, à occuper l'Ukraine, ni même à la détruire. Mais ces dernières semaines, d'ailleurs vous aurez noté que durant ces dernières semaines, il n'y a pas eu de frappe russe sur les infrastructures. Les Russes ont toujours évité de frapper les infrastructures. Ils l'ont fait à un moment donné parce qu'ils voulaient... Le but, c'est de mettre la pression sur à la fois l'Ukraine et les pays occidentaux. Ils ont très bien compris que les pays occidentaux font durer le plaisir, si vous me passez l'expression, mais d'un autre côté, les pays occidentaux sont ceux qui financeront la reconstruction. La reconstruction, bien sûr. Et donc, plus il y a de destruction, plus cette reconstruction coûtera cher aux Occidentaux. Et je pense que les Russes jouent un peu là-dessus pour pousser les Occidentaux à inciter l'Ukraine à entrer dans un mécanisme de négociation. Et ces derniers jours, vous avez eu le discours, d'ailleurs, une déclaration du général Milley, qui est le chef d'état-major de l'armée américaine, ou des forces armées américaines, qui a incité l'Ukraine à entrer dans un processus de négociation et à faire, si vous voulez, accepter le fait qu'elle devra perdre un certain nombre de territoires. Donc, les militaires américains essayent de pousser pour qu'il y ait une négociation. On a vu aussi du côté politique américain, il y a des signes, notamment le conseiller de sécurité nationale, Jake Sullivan, qui s'est entretenu avec le chef le chef de la diplomatie américain. Et puis vous avez eu Burns, le chef de la CIA, qui a rencontré Nourishkin, qui est le chef du SVR, donc l'homologue russe. Donc on a les services secrets qui se rencontrent là, depuis quelques temps. En Turquie. Qui parlent, en Turquie. Et donc, il y a l'idée d'arriver à une solution négociée du conflit. Le problème est que les Américains peinent à convaincre Zelensky. Évidemment, chat chaud, crâne l'eau froide. Lorsque Zelensky avait fait ses propositions au mois de mars, ce sont les Britanniques et les Américains qui lui ont coupé l'herbe sur le pied. Qui lui ont dit non, continuez, attention, il faut continuer. Et donc, évidemment, Zelensky, maintenant, il ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Il a pris une position très ferme sur ce conflit. Et maintenant, c'est les Américains qui voient que ce conflit ne mène à rien, qu'il y a un désastre économique qui touche principalement l'Europe, mais qui finira tôt ou tard à toucher les États-Unis, et donc qu'on est dans une situation une vraie impasse, Exactement. Et c'est pour ça que les Américains aimeraient entrer dans un processus de négociation sans perdre la face. Mais Jacques Beau, quand même, les Américains ont des moyens de pression non négligeables sur Zelensky, non ? Eu égard à, pas seulement que l'Europe évidemment, eu égard aux subventions, eu égard aux armes, eu égard au flot. Donc Zelensky est pour le moins dépendant des Occidentaux de ce point de vue-là. Bien sûr, mais les Occidentaux sont pris par leur rhétorique.
Si vous voulez, on a tellement poussé Zelensky à faire la guerre que maintenant, c'est un peu difficile de faire marche arrière. Et on voit bien que Joe Biden et même Blinken ont un discours très ambigu. Ils voudraient une paix négociée, mais pas vraiment. Zelensky lui-même a dit qu'il accepterait de négocier, mais pas avec Poutine. Donc on voit qu'on est dans un... Ils se rendent compte que la situation n'aboutit à rien, qu'il faut négocier, mais on cherche un moyen pour négocier sans perdre la face. C'est ça, pour sauver la face. Oui. Et à votre avis, donc, Jacques Beau, cette situation va encore durer au moins des mois, sinon plus? Alors, apparemment, d'abord, les Russes sont en train de renforcer leur dispositif. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont actuellement les 300 personnes qu'ils ont rappelées. Hein, 300 000, vous voulez dire 300 000? 300 000, pardon, oui. 300 000, bien sûr. Oui. Et qu'ils sont en train de ramener sur le théâtre ukrainien, qui doivent un peu être rafraîchis. C'est des gens qui ont une formation militaire, mais qu'il faut rafraîchir, si vous voulez, qu'il faut intégrer dans des structures oui, bien sûr. Ça ne se fait pas en 24 heures, ça, c'est clair. Ça ne se fait pas en 24 heures, et ils sont en train de faire ça. D'un autre côté, les Ukrainiens sont aussi dans la même situation. Les Ukrainiens, eux, en sont à la 7e ou 8e mobilisation, il ne faut pas oublier ça, que leur mobilisation ne concerne pas des gens qui sont expérimentés, mais au contraire des gens qu'il faut former. Et on a donc les deux côtés qui sont en train de remonter en puissance, d'une certaine manière. Les Russes espèrent, grâce à leur montée en puissance, inciter les Ukrainiens à arriver à une solution négociée pendant l'intervalle. Je ne suis pas sûr de la position des Ukrainiens, et d'ailleurs je pense que personne n'est vraiment sûr de la position des Ukrainiens, mais en l'état, on est dans une situation un peu figée, et probablement on est dans ce que effectivement Joe Biden avait suggéré, un conflit qui se gèle, si vous voulez, pas seulement à cause de l'hiver, mais à cause effectivement des préparations de part et d'autre. Alors justement, Jacques Beau, juste une dernière question, on va suivre ça avec vous, évidemment, mais est-ce que le fait que si les Républicains, même à une voix près ou à une très courte majorité, prennent la Chambre des représentants, non pas le Sénat. Le Sénat, on pense que c'est un peu plié pour les démocrates, même aussi à une très courte majorité. Est-ce que, du point de vue Ukraine, Russie, Europe, ça peut légèrement, je ne dis pas bouleverser la donne, mais est-ce que ça peut la modifier ? Écoutez, ça peut la modifier, mais je pense de manière extrêmement limitée, parce que on sait que la question ukrainienne et les relations avec la Russie bénéficient aux États-Unis d'un consensus bipartisan. D'accord. Les républicains et les démocrates sont presque sur la même ligne. Il peut y avoir des différences, par exemple, au niveau des montants qui sont alloués à l'Ukraine, ou du nombre d'armes, ou bien de la surveillance des armes qui sont distribuées à l'Ukraine. Les républicains ont toujours été beaucoup plus demandeurs d'une surveillance de l'usage qui est fait de ces armes, parce qu'ils ont peur que ces armes nourrissent des réseaux mafieux ou terroristes ou ailleurs. Et vous avez vu un certain nombre d'hommes politiques américains, et pas seulement des républicains, et on dit, attendez, où va l'argent? On aimerait savoir si ça ne revient pas par la contrebande et compagnie. Absolument. Une dernière chose quand même, Jacques Beau, avec tout ça, on a vraiment l'impression que l'Europe est spectatrice, même si elle donne ce qu'elle donne, mais enfin, dans ce qu'il y a dans les négociations actuelles, c'est vraiment entre Russes, Ukrainiens, Américains, Turcs peut-être pour le théâtre des opérations, en tout cas des négociations, mais l'Europe, quid de l'Europe? Alors c'est exactement, d'ailleurs, une remarque que j'avais faite, je pense, dans une de mes premières interviews que j'avais eues avec vous, c'est le rôle assez curieux de l'Europe, qui n'est intervenu que pour donner des armes et pour inciter à poursuivre la guerre, et qui est totalement absente dès lors qu'il s'agit de négocier, d'avoir une solution négociée du conflit. Et aujourd'hui, on est exactement dans cette situation. Finalement, les Russes ont compris que ce sont les Américains qui mènent le bal, et les discussions se font
avec les Américains. Les Turcs, eux, depuis plusieurs mois, ont pris cette place privilégiée qu'avaient historiquement des pays neutres comme la Suisse ou des choses comme ça. Et c'est aujourd'hui la Turquie qui joue ce rôle de médiation, en fait, et c'est un grand succès pour la diplomatie turque, à vrai dire, qu'on a offert, que l'Union européenne a offert à la Turquie. Voilà, et l'Europe joue comme toujours, hélas, enfin depuis quelque temps, les figurants. Merci Jacques Beau, merci de vos éclaircissements. Continuera à suivre tout cela.